l'heure de votre journal d'information. Yorana, merci de votre fidélité. À la une de l'actualité de ce mardi, elles sont prêtes à repenser leur modèle d'entreprise pour répondre à l'urgence climatique. Les sociétés polynésiennes veulent se lancer dans la transition énergétique. Certaines n'ont pas attendu et sont déjà engagées. Exemple dans un instant. Les crevettes bleues, victimes de leur succès. Les producteurs locaux peinent à répondre à la demande locale. Le marché est aujourd'hui plein d'opportunités. Les croisiéristes font le bonheur des habitants de Amanu. Accueil traditionnel, vente d'objets artisanaux. La Ranui réalisait sa 4e escale. Et enfin, c'est en 2019 qu'il lance son spectacle Gus Illusionniste. Et en 2023, il se produit à Tahiti où il donne 3 représentations. Petit avant-goût dans ce journal avant de le retrouver à la Maison de la Culture. L'énergie fossile n'a jamais été autant subventionnée que l'an dernier. Le montant a dépassé 1000 milliards de dollars dans le monde. Tandis que dans les petits États comme en Polynésie, les entreprises tentent d'être acteurs de la décarbonation, comprenez réduire la consommation d'énergie émettrice de gaz à effet de serre. Illustration avec les 2 plus grosses sociétés polynésiennes qui ont entamé ce virage il y a 10 ans déjà. Lucille Guichet, Marcel Bonneau. Ils ont fait le pari des énergies renouvelables. Les 2 plus gros groupes polynésiens ont amorcé le virage du solaire. Dans cet hôtel de Fa'a'a, les grandes toitures ont été recouvertes de panneaux photovoltaïques l'année dernière. Ici est produit l'équivalent de la consommation électrique de 487 foyers polynésiens. Premier poste, la climatisation de l'hôtel. La facture d'électricité a été divisée par 2. Le soleil, en effet, ici il y en a énormément. L'orientation du soleil est vraiment très bonne pour la production photovoltaïque. Maintenant, la seule contrainte, c'est le réseau. Est-ce que le réseau d'électricité peut supporter autant d'énergie intermittente ? Aujourd'hui, ce n'est pas possible, mais des travaux sont lancés. Des investissements rentabilisés sur 4 à 6 ans. Au cœur de la zone industrielle de la Punaru, cette industrie consomme en électricité l'équivalent de 1000 foyers. Premier poste, les compresseurs et les chaudières pour brasser la bière et les sodas. Ici, les panneaux photovoltaïques se sont imposés comme une évidence, même s'ils ne baissent la facture que de 15%. L'usine a fait d'autres paris pour compenser un peu ses chaudières au gasoil. On a en effet fait des investissements depuis 10 années sur la récupération de la chaleur, pour la réutiliser dans nos process, mais également sur les compresseurs d'air. On est passé sur des vitesses variables pour réduire l'énergie électrique en fait. Donc tout ça, ce n'est pas une question de complexité. Une fois de plus, c'est la question de volonté. Des choix éthiques et économiques, accompagnés notamment par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise d'énergie. Une vingtaine de parcs photovoltaïques sont aujourd'hui installés sur les toitures de supermarchés, services publics ou usines, en grande majorité sur Tahiti. Et justement, inscrire les entreprises au cœur de la transformation énergétique, c'est le vœu de la FEDOM, la Fédération des entreprises des Outre-mer. Elle organise un séminaire qui réunit environ 70 employeurs, le premier d'une longue série dans les territoires ultramarins. L'initier au pays n'est pas un hasard, selon la FEDOM, car il concentre tous les défis de la transition écologique et énergétique, qu'il s'agisse de l'insularité, d'une exposition accrue au changement climatique, d'une économie fortement carbonée et des enjeux de préservation et de valorisation de sa biodiversité. Face à l'urgence climatique, elles doivent s'adapter. Écoutez Frédéric Doc, le président du MEDEF Polynésie. On est aujourd'hui dans une économie extrêmement carbonée, que ce soit en Polynésie ou dans l'ensemble des Outre-mer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute sur le fait que les émissions de gaz à effet de serre contribuent négativement au changement climatique. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir trouver des solutions opérationnelles, identifier les leviers éventuels pour déclencher cette transition. Une transition pour laquelle il n'y a que 2 moyens d'y arriver. Soit on regarde les choses petits et on considère que c'est une contrainte, soit on regarde les choses en grand et on se dit que c'est une grande opportunité pour les entreprises polynésiennes pour développer de nouvelles solutions. Et on en parle demain aussi en radio. Votre émission L'Invité Café recevra le président de la FEDOM, Hervé Mariton. Après plus de 2 ans à la tête de la Caisse de prévoyance sociale, Vincent Fabre a annoncé sa démission pour raisons personnelles ce matin lors du conseil d'administration, révélé nos confrères de Radio 1. L'ancien directeur exécutif stratégie et développement de la Socredo devrait retrouver son entreprise d'origine en tant que directeur général délégué, toujours selon nos confrères. Vincent Dupont, directeur adjoint de la CPS, devrait assurer l'intérim. Vincent Fabre répond à Patrick Sing Sing.
C'est vraiment une décision personnelle. Le conseil d'administration a pris acte de ma décision. Le pays aussi. J'ai été transparent avec le pays, avec le conseil d'administration. C'est une décision mûrement réfléchie, une décision difficile. J'ai accepté en novembre 2020 de prendre cette responsabilité. Je l'ai portée avec le maximum d'engagement. Je me suis donné corps et âme pour remplir les missions qu'on m'a confiées. C'est effectivement une charge très lourde. Maintenant, voilà, j'ai fait le choix de partir vers d'autres horizons. Et Vincent Fabre présentera son bilan le 28 mars prochain avant de quitter officiellement ses fonctions le 1er avril. C'est un crustacé de plus en plus apprécié des Polynésiens. La crevette bleue se fait rare, la faute à une production inférieure à la demande. 161 tonnes en 2021. Pas de chiffre officiel pour 2022, mais le phénomène de la Niña a relativement impacté la croissance de l'espèce et de fait diminué la production. La crevetticulture est donc une activité à développer et un marché à prendre. Chiquita Teiva, Ruan Poturu. Teavatea est ce qu'on peut appeler un passionné de la mer. Un stage d'expatriation en Australie lui a permis de découvrir l'aquaculture. Il décide alors de s'orienter vers l'élevage en cage de crevettes bleues, juste devant chez lui, à Hitia. J'aimerais démarrer avec 200 mètres carrés d'élevage, donc 8 cages de 25 mètres carrés, pour une récolte annuelle de 3 tonnes environ. Son diplôme d'aquaculture en poche, il a obtenu une aide du pays sous forme de prêt de matériel afin de démarrer son affaire. Des cages qu'il devrait recevoir dans 4 mois avec un assistant technique. J'attends vraiment aussi des aides financières du territoire parce que moi j'ai beaucoup entendu les politiciens dire qu'ils veulent vraiment développer l'aquaculture et moi j'espère que ça va vraiment être fait, quoi. Formé à la direction des ressources marines de Vairao, c'est aussi ici que Teavatea s'approvisionnera, tout comme les autres producteurs de crevettes locales. 18 millions de postes larves sortent de ces bassins chaque année et la demande explose. Les fermes sont à leur capacité maximale de production. La demande, elle ne cesse d'augmenter avec les restaurants, le tourisme et puis les consommateurs qui en demandent. Donc c'est pour l'instant la production locale qui ne permet pas d'approvisionner le marché qui ne cesse de grandir, quoi. En 2021, la production locale de crevettes s'élevait à 150 tonnes. C'est très loin des 4 à 500 tonnes consommées par les Polynésiens. L'arrivée de nouveaux producteurs comme Teavatea tombe à pic. Il y a un gros besoin de production. Alors aussi, ce besoin de production, il vient aussi du fait qu'il y a une réglementation qui limite l'importation de crevettes crues parce qu'on a un statut sanitaire particulier en Polynésie française qui fait qu'on n'a pas de maladie. Pour faire face à l'ouverture de nouvelles fermes aquacoles, une extension de l'écloserie de Vairao est prévue. C'est dire que la qualité de la crevette bleue est recherchée. Elle a encore de beaux jours devant elle. Après Tupuai, le commissaire était à Rangiroa. Au programme de cette visite protocolaire, les vignes, la permaculture ou encore la sécurité. Accueillis par les élus communaux, c'était une occasion pour le représentant de l'État de rappeler que le 21e siècle apportera des difficultés majeures qu'il faudra affronter et résoudre, notamment la montée des océans liée au réchauffement climatique qui impacte déjà certains atolls. Les lourds défis environnementaux que l'île doit affronter, tels que les besoins en eau douce et la gestion des déchets industriels et ménagers. Eric Spitz répond à Matua Hawata. On va parler viticulture, bien évidemment, puisqu'on est à Rangiroa. On va parler aussi perliculture, développement du tourisme, déchets, puisque c'est un problème pour beaucoup d'atolls, et puis abri de survie, donc toute une série de problématiques qui sont importantes dans une ville qui se développe, dans une île qui se développe, puisque Rangiroa a maintenant presque 4000 habitants. Et donc c'est important que l'État et le pays, bien évidemment, accompagnent ce développement. On reste au Tuamotu. L'Aranui est en mer, direction Pitcairn, célèbre pour les mutinées de la Bounty. Après Anna, le cargo mixte a fait escale pour la 4e fois à Manu, un atoll connu pour avoir eu le plus jeune maire de France, toujours élu à ce jour. L'arrivée du navire est un événement pour les 200 habitants de cet atoll enclavé. Le reportage de Jacques Damour et Inacio Raveino sur un récit de Evar Aputo. Les barges de l'Aranui remplies de croisiéristes sont en action. À Manu, la 2e escale depuis l'appareillage de Pape-Été. Les touristes découvrent l'accueil que leur a préparé Tavana et son équipe.
Leur sourire, non, et puis leurs petits habits, leurs colliers de fleurs, ils attendent de nous le mettre. Non, il y a, comment dire, une ambiance, une atmosphère qu'on retrouve nulle part ailleurs, quoi. Puis les enfants, c'est tellement ingénu, c'est tellement vrai. Oui, donc c'est tout fait avec plaisir. C'est un événement de dire que Amanou existe et de pouvoir aussi, tout en nous remerciant à Ranouille d'avoir envoyé ces touristes ici à Amanou, qui nous permet aussi économiquement de faire travailler la population dans l'artisanat, dans le repas à préparer pour ces personnes-là et aussi à les faire visiter notre atol. Les croisiéristes ne restent que quelques heures sur cet atoll dépourvu d'aérodrome, certes, mais qui bénéficie d'une couverture 4G. Au village, le faré artisanal est pris d'assaut. On regarde, on palpe, on admire, mais on ne se décide pas toujours. J'ai déjà assisté à 2 à Ranouille une fois, et là c'est mon 3e fois. Oui, qu'il y en a qui ramassent, il y en a qui viennent pour regarder. Comme ils n'ont jamais vu aussi les produits qu'on fait ici. Mais à part ça, la plupart c'est les coquillages. Pour l'artisanat, Place au spectacle offert par le comité d'accueil. Chant, danse et invitation à la danse avant le pique-nique. Un souvenir des Tuamotu avant bien d'autres. Et pour eux, ce sont des vacances ludiques et studieuses. Eux, ce sont 240 enfants âgés de 6 à 12 ans. Ces jeunes issus des quartiers de Papeete participent à des ateliers de Riomaoui ou de français et ça donne à des activités sportives encadrées par les coordinateurs des maisons de quartier. On voit cela avec Caroline Farrier et Patrick Singh. Le groupe qui est là, votre thème, ça va être le cirque. Le cirque, ok ? Ici, on apprend comme à l'école, mais le travail est synonyme de jeu. Une bande dessinée déjantée pour maîtriser le français. Les enfants apprécient ces ateliers créatifs. Dans ce super, il y a de tout. Il y a du français, des maths, du sport. Il y a tout. Pour tes vacances, tu penses que c'est bien ? Oui. Donc ça m'aide un peu pour mes devoirs. Je suis en train de décider là où le Papa Noël donne des cadeaux. Tu es nostalgique de Noël, hein ? Oui. Tu aimerais que ce soit toute l'année ? Oui. De manière ludique, je demande aux enfants de faire une bande dessinée déjantée pour qu'eux puissent faire appel à leur créativité déjà. Et après, pourquoi pas, ça permettra en fait aux enfants de pouvoir s'exprimer à l'oral devant tout le monde. La tête encore avec l'atelier langue tahitienne, encadré par des coordinateurs de maisons de quartier. Un apprentissage important pour ces jeunes alors que la transmission de la langue dans les familles passe souvent par les anciens. J'apprends du tahitien et nous jouons pas presque tous les jours. Tu parles souvent le tahitien ? Oui. Avec qui ? Avec mes grands-parents. C'est peu dur parce qu'il y a des enfants qui ne savent pas déjà compter aussi et même aussi les différentes couleurs aussi. Ils ne parlent pas forcément chez eux ? Non, c'est plutôt l'anglais. Déjà quand je demande la couleur, ils me disent, quand je dis la couleur noire, ils me disent c'est black. Alors après ils disent que ça qu'ils savent que par-dessus le film Black Panther. Toi, s'écarter du ballon. Maintenant, tu tiens le ballon, mon grand. Et pour les jambes, kimball, poolball ou fly-foot, les 240 enfants inscrits à ces activités pourront profiter toute cette semaine du stade flambant neuf à proximité. Les ateliers ont lieu jusqu'à vendredi. Il vous invite à plonger dans son univers, celui de Gus, magicien aussi drôle que doué, aussi à l'aise avec un jeu de cartes que face à la caméra, d'incroyable talent ou de diversion. Gus vous propose un show à la fois généreux, interactif, percutant, mais surtout magique. À défaut de comprendre les trucs, vous comprendrez comment rire devant la magie. Augustin Petit, de son vrai nom, va vous en mettre plein les yeux tout en travaillant vos zygomatiques. Et il est avec nous ce soir, Yorana. Yorana, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alors avant de parler de votre spectacle, vous avez un parcours assez atypique. D'abord étudiant en école de commerce, puis vous avez découvert la magie à Hong Kong. Est-ce que tout le monde peut devenir magicien ?
Ah oui, la magie, en fait, c'est simple, c'est un nombre d'heures. En fait, c'est comme un instrument de musique. C'est si on a la chance de devenir passionné et qu'on n'a pas l'impression de travailler quand on travaille sur ses numéros et son art, c'est vraiment accessible. Après, il y a deux choses très différentes en magie. C'est que il faut travailler devant un miroir. C'est la partie un peu plus geek où il faut que les manipulations fonctionnent, que ça apparaisse, ça disparaisse. Et après, il faut aimer les gens, avoir envie de le partager avec les gens en spectacle. C'est deux choses très différentes, mais qu'il faut travailler. Mais justement, ça demande beaucoup de dextérité. Ça aussi, ça s'apprend? Ah oui, la dextérité, c'est la partie la plus facile, parce que la partie de aimer les gens, partager tout ça, c'est quelque chose qui est soit inné, soit on n'aime pas ça et du coup on n'est pas fait pour ça. Mais la dextérité, c'est quelque chose qui se travaille parfois des dizaines d'heures par jour pour maîtriser un numéro. Moi, il y a des numéros que je travaille depuis 1 an et demi et je suis toujours pas satisfait de la manière dont je les présente, donc je continue à les bosser. Et puis si ça se trouve, dans 10 ans, je dirais, ça fait 11 ans et demi que je les travaille. Non mais il y a vraiment des choses particulières. En magie, il y a toujours de nouvelles choses à apprendre. Mais tout le monde peut faire de la magie, oui. Mais aujourd'hui, vivre de sa passion, est-ce que c'est une chance? Ah oui, c'est une grande chance, oui. Moi, j'ai jamais l'impression de travailler, donc oui, c'est une chance. Et quelles sont les qualités pour être un bon illusionniste? Pour être un bon illusionniste, il faut être, ce que je disais tout à l'heure, il faut être acharné au travail et vraiment pas avoir de mal à passer des heures et des jours, parfois des mois à travailler un numéro. Et puis après, le relationnel avec les gens est très important parce que un illusionniste qui est excité de partager ses numéros et qui est heureux de le faire, c'est contagieux, et puis ça rend le public heureux et excité aussi, parce que tout le monde se partage le bonheur, l'excitation, et ça fait un spectacle, et c'est festif. Quelqu'un qui fait son numéro en faisant la gueule, quand on le regarde, on a un peu envie de faire la gueule aussi, donc c'est beaucoup moins rigolo. Donc c'est important d'être heureux de faire de la magie. Et si je vous dis Shin Lim, Eric Antoine et David Copperfield, lequel serait pour vous une référence? Non, mais vous avez cité David Copperfield, vous pouvez citer tous les magiciens de la planète. David Copperfield, c'est la référence. Pour nous, c'est un petit peu comme le Mozart en musique, sauf que nous, il est encore vivant. Donc on a une légende vivante. Ouais, David Copperfield, c'est quelqu'un qui a traversé toutes les époques, qui est entouré de très grands consultants en magie. Son théâtre actuel à Las Vegas, c'est le MGM, il a été fabriqué autour de son spectacle. Donc les gens disparaissent à un endroit, ils réapparaissent à un autre endroit, mais en fait, tout a été construit de manière à ce que l'illusion fonctionne. C'est incroyable, c'est la référence incontestée dans le métier. Et est-ce qu'un jour, vous voudriez arriver à son niveau? Pas vraiment. Moi, lui, il est à Las Vegas. Alors après, faire de la bonne magie, lui, c'est un très bon magicien. Donc, arriver à ce niveau de perfectionnisme en magie, oui, avec plaisir. Je suis plutôt travailleur et j'ai envie de faire les plus beaux numéros possibles. Après, arriver à son niveau de réussite, ça veut dire être à Vegas, parce qu'il n'y a qu'à Vegas qu'on peut faire des spectacles de cette ampleur et jouer 6 fois par jour, 380 jours par an. Non, ça, j'en ai pas très envie. Je suis pas très Vegas dans ma tête. Mais oui, faire de la belle magie comme lui pendant toute une carrière, ça me fait rêver. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Donc, je le disais, nous allons avoir un petit avant-goût de votre spectacle dans ce journal. Qu'est-ce que vous allez proposer au public polynésien? Alors, le spectacle, c'est un spectacle dans lequel il y a beaucoup d'humour et beaucoup d'improvisation, beaucoup d'interaction avec les spectateurs. Donc, il y a beaucoup de spectateurs qui montent sur scène. Et moi, j'aime bien imaginer que la scène, c'est un petit peu mon salon, que je les invite chez moi et qu'on fabrique un petit peu les numéros ensemble. Donc, parfois, ils choisissent des choses, ils pensent à des choses. Moi, je les devine. Donc, il y a du mentalisme, il y a de la magie visuelle, il y a de la magie avec un enfant qui monte sur scène à un moment. Donc, c'est un peu un cocktail de toutes les magies que j'adore, que j'ai mis dans ce spectacle. Et donc, je vois que vous avez un jeu de cartes. Est-ce qu'on pourrait avoir une démonstration? Bien sûr, je peux pas vivre sans jeu de cartes, donc j'en ai ramené un. Par contre, ce jeu de cartes, il est un petit peu particulier. Vous voyez, j'ai mis une petite croix dessus. Je voulais pas le confondre avec les autres parce que je l'ai préparé pour l'émission d'aujourd'hui. Alors je vais vous dire avant ce qui va se passer. Normalement on n'a pas trop le droit de dire avant, mais comme on est en Polynésie et que je suis très content d'être là, je vais carrément vous dire le secret avant. Il y a une carte à l'intérieur qui n'est pas dans le même sens que toutes les autres. Et cette carte vous allez la choisir maintenant. Quand vous voulez, quand vous avez une carte en tête, vous pouvez me le dire. 8 de cœur. 8 de cœur, c'est vrai. J'étais sûr que vous alliez dire 8 de cœur. Et à l'intérieur le 8 de cœur est retourné. C'est quand même dingue, non? On pourrait avoir la preuve. Ah oui, vous voulez qu'on vérifie quand même? Oui, quand même. Je vous comprends, là jusque là c'est pas dingue non plus. Et si vous regardez, il y en a une qui n'est pas dans le même sens que toutes les autres. Et en fait, c'est la seule qui est barrée un petit peu comme cet étui. Et évidemment, c'est vous qui l'avez choisi, c'est le 8 de cœur. Bravo. C'est donc, je crois que je vous ai agacé, je suis désolé. Non, pas du tout. Merci beaucoup pour cette démonstration. Donc, 3 représentations prévues à la Maison de la Culture, samedi, vendredi et samedi. Oui, merci 2 le samedi. Merci beaucoup, Gus, d'avoir été notre invité ce soir.
Initialement prévue en 2020 et plusieurs fois reportée à cause de la pandémie, la course Orea Marathon peut enfin se tenir. La 32e édition est organisée par la commune de Orea Mayo et l'association Orea Events. Les coureurs du Fénois, mais aussi de l'étranger, sont attendus pour cette manifestation sportive et culturelle. Elle se tiendra les 24 et 25 février. Et enfin, c'est ce soir que nous connaîtrons le talent sportif de l'année. 12 sont nominés pour cette 9e édition. Footballeurs, rameurs, surfeurs ou encore boxeurs. La soirée démarre dans quelques instants à la Maison de la Culture. 18 trophées au total seront distribués. David Chang. Bonsoir. Oui, la soirée est chargée. Parmi les 18 trophées que vous avez énoncés, les plus attendus sont le trophée de l'équipe de l'année, celui des athlètes hommes et femmes de l'année et aussi et surtout le grand prix du public. Pour ce dernier, plus de 2000 SMS ont été envoyés ce soir. Il y aura aussi des représentations d'artistes. Ne manquez pas cette soirée. Elle démarre dans quelques minutes et bien sûr, vous pourrez la suivre sur nos antennes. Rendez-vous juste après ce journal. L'information principale de cette édition concerne la crevette bleue qui est en rupture. Les 3 fermes locales peinent à fournir le marché toute l'année. Les jeunes porteurs de projets sont les bienvenus dans ce marché qui fonctionne. À la une de votre quotidien Tahiti Info demain, ce titre « Rendre la région plus stable ». C'est un reportage à bord du Prairial. À suivre donc la remise des prix, des trophées du sport en direct depuis Te Whare Tauhitinui et 2 épisodes de la série One Lane Bridge. Merci de votre fidélité, très belle nuit et à demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.